Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors le gouvernement, lui, veut toujours plus de 5G, avec ses annonces toujours en grande pompe, notamment dans le cadre du plan France Relance en 2021. Grâce à la 5G, nous pourrons créer de nouveaux postes. 735 millions d'euros ont été investis pour la 5G. Cela permettra de développer des objets connectés comme les voitures autonomes, les drones, etc. Et puis, il y a derrière de grands enjeux économiques, dont ceux d'accroître la compétitivité et d'ouvrir de nouveaux marchés. Alors, on comprend cet argument du gouvernement, mais d'autres sont plus inquiets. Et pour parler de la 5G, nous sommes avec deux invités. Bonjour Michel Sauvade. Bonjour à vous. Vous êtes maire de Marsac en Livradois, dans le Puy-de-Dôme, vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, conseiller départemental du Puy-de-Dôme, coprésident de la commission numérique pour l'Association des maires de France et président du comité de dialogue de l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, qui gère l'ensemble des fréquences en France. Donc vous êtes vraiment dans le sujet des 5G. Et puis nous sommes également avec Michèle Rivasi. Bonjour Michèle Rivasi. Bonjour. Vous êtes députée européenne du groupe des Verts Alliance Libre Européenne, vice-présidente de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19, dont on a déjà parlé avec vous. Et puis, évidemment, vous avez également beaucoup travaillé sur cette question de la 5G. Alors, je vais commencer par donner la parole à Michel Sauvade, puisque vous êtes et coprésident de la commission numérique pour l'AMF et président de ce comité de dialogue de l'Agence nationale des fréquences. Quels sont, selon vous, les avantages et les questionnements que l'on peut avoir autour de la 5G aujourd'hui? Écoutez, permettez-moi tout d'abord de saluer Michèle Rivasi, puisque c'est la première fois que j'ai l'occasion d'entrer en contact directement avec elle, et j'en suis très heureux, puisque je suis avec beaucoup d'attention ce qui se fait, et en particulier au niveau de l'hypersensibilité aux ondes. Donc, débat qui risque d'être tout à fait intéressant. Pour planter le décor, très rapidement, il y a, on va dire, tous les 10 ans, une évolution de technologie. On est d'abord passé sur la voix, puis avec la 3G en 2000 sur le multimédia, on va dire l'accès à Internet. Aujourd'hui, on en est à ce qu'on appelle la data. Et la 5G, en fait, à travers à la fois une augmentation des débits, une réduction de la latence, c'est-à-dire du temps de réaction finalement, et de la possibilité de connecter beaucoup plus d'objets en même temps, offre de nouvelles possibilités qu'on va être amené à détailler ici, je pense. Justement, donnez-nous un petit peu les possibilités offertes, en tout cas, et proposées par la 5G. Si je prends, je sais pas, l'augmentation des débits, par exemple, ça va donner la possibilité pour un particulier de produire, de visiter virtuellement un bâtiment alors qu'il est dans la rue ou qu'il visite ce même bâtiment. Parallèlement, pour une collectivité, ça va être la possibilité de mettre à disposition de nouveaux services. Si je prends la latence, c'est-à-dire la rapidité de réaction, c'est la possibilité pour un particulier de jeux connectés et améliorés. On peut discuter sur le bien fondé ou pas. Pour une collectivité, ça peut être la mobilité connectée et la densification des connexions, c'est-à-dire la multiplication des objets connectés. C'est la possibilité d'être accompagné dans sa vie quotidienne par davantage de ces objets. Là encore, la discussion peut commencer. Oui. D'accord. Donc, multiplication des objets connectés. Donc, on peut penser notamment aux personnes âgées, seules, pour qui ça peut être avantageux d'avoir ces objets connectés. Puis, toutes les entreprises. Alors, aujourd'hui, juste encore une question à vous, Michel Sauvade, avant de me tourner vers Michèle Rivasi. La 5G est développée à quel... comment est-elle développée aujourd'hui en France ? Alors, c'est quelque chose qui avait soulevé beaucoup d'inquiétudes lorsque son déploiement a été annoncé. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui se déploie très progressivement. Le premier objectif de la 5G ou la 5G qu'on connaît aujourd'hui, en réalité, elle sert principalement à décongestionner les communications dans les centres-villes. On n'est pas encore sur des bandes de fréquences qui sont ce qu'on appelle les bandes cœur de la 5G, qui vont permettre de déployer les services que je vous énumérais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est principalement une augmentation des débits qui est disponible. La vraie 5G, entre guillemets, on en verra vraiment les applications
que d'ici 2 ans, 3 ans maintenant peut-être. D'accord. Alors Michel Rivasi, là on a parlé plutôt des avantages proposés par la 5G, donc l'augmentation du débit, qui pourrait permettre de faire des visites virtuelles, la multiplication des objets connectés. Et il y a aussi beaucoup d'inquiétudes, notamment autour de l'effet des ondes. Et vous avez beaucoup travaillé sur cette question, Michel Rivasi. Oui, alors, pour vous expliquer la 5G, ça a été d'abord un projet industriel. Vous voyez, c'est pas tellement un projet pour les consommateurs, parce que c'est pas parce que vous allez beaucoup plus vite avec votre appareil que vous avez un gain énorme. Par contre, au niveau des industriels, c'était très intéressant pour eux parce que vous avez toute la partie qu'a expliqué Monsieur Michel Sauvad sur tout ce qui est objet connecté. Et le souci, c'est que quand ça a été lancé, c'est la Commission européenne en fait qui l'a lancé avec les opérateurs, c'était déjà dès 2013, où on a mis, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs, pas mal d'argent, 700 millions d'euros. Et là, normalement, tous les textes législatifs demandent à ce qu'il y ait une étude d'impact, notamment une étude d'impact sanitaire, environnemental, énergétique et de cybersécurité. Ce qui a été fait par la Commission, ça a été une étude de la cybersécurité, mais pas d'étude d'impact sur la santé. Et j'ai demandé, moi, à la Commission de faire une étude d'impact sur la santé. Et la Commission a dit non. Non, c'est pas nécessaire parce que on a l'ICNIRP, qui est la Commission internationale de protection contre les rayonnements ionisants, qui se dit indépendante et qui ne l'est pas, et qui dit qu'il n'y a aucun risque sanitaire. Donc, j'ai saisi le Parlement européen pour leur dire il faut absolument faire une étude d'impact pour savoir s'il y a des risques sur la santé ou pas. Et sur l'environnement aussi. Et donc, là, il y a une structure à l'Europe qui s'appelle STOA, qui est une structure qui est une unité de prospective scientifique du Parlement européen, qui a décidé de faire une étude d'impact. Donc, ils ont mis de l'argent et ils ont fait faire 2 études, une sur l'environnement et une sur la santé, par des instituts indépendants, notamment un institut italien, l'Institut Ramazzini, et un institut belge pour la partie environnementale. Et au bout d'1 an, ils ont étudié énormément de publications donc, qui ont été relues par des pairs, et ils disent, bon, en fait, sur les fréquences jusqu'à 6 GHz, il y a les mêmes effets que pour la 4G, la 3G, c'est-à-dire qu'il y a des effets sur la santé. Et ils se sont focalisés sur la cancérogénicité des ondes et aussi sur le développement et la reproduction. Et notamment l'Institut italien dit, eh bien, sur la cancérogénicité, il y a des effets, que ce soit les tumeurs du cerveau, que ce soit les neurinomes au niveau du nerf auditif, que ce soit aussi sur la fertilité et sur le développement. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Par contre, ce que la directrice scientifique dit, c'est que sur les ondes, vous voyez, entre 24 GHz et au-delà, il n'y a pas d'étude. C'est-à-dire qu'il y a un gap complet, parce que c'est des ondes millimétriques, on les a pas utilisées jusqu'à présent, et on ne sait pas les impacts sur la santé. Alors, et sur l'environnement, c'est un peu la même chose, où il y a un réchauffement qui se fait, et où on a très peu de recul là-dessus. D'accord. Michel Rivasi, on va continuer évidemment. On a tout le temps pour continuer de parler des avantages, inconvénients de la 5G. Un sujet qui vous inquiète beaucoup, hein, c'est vous, chers auditeurs, qui nous avez interpellés. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à continuer à nous interpeller sur certains sujets. Mais tout de suite, il est 8h01 et c'est largement l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Je suis pour, je suis contre. La table ronde. Et pour en parler, nous sommes avec Michel Rivasi, députée européenne du groupe des Verts Alliance Libre Européenne, vice-présidente de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19 et ayant beaucoup travaillé sur l'impact des ondes de la 5G. Nous sommes également avec Michel Sauvad, maire de Marsac en Livradois dans le Puy-de-Dôme, vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme et coprésident de la commission numérique pour l'AMF, donc l'Association des maires de France, président du comité de dialogue de l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR,
donc cette agence qui gère l'ensemble des fréquences en France. Alors la question aujourd'hui, c'est la 5G. Pourquoi? Quels avantages? Et puis quels inconvénients et quelles inquiétudes légitimes ou pas? Alors nous avons parlé des avantages dans une première partie, puis Michel Rivasi a commencé à nous expliquer qu'on peut finalement, à partir des études d'impact qui ont été faites par des laboratoires, des instituts indépendants, on peut se poser des questions, notamment sur les effets des fréquences, avec des aspects notamment cancérigènes, des effets sur la fertilité, sur le développement, etc. Et puis vous commenciez à aborder, Michel Rivasi, également les questions pour l'environnement. Oui. Oui, parce que on n'a pas fait une évaluation sur l'exposition. Parce que les premières études ont montré que quand même la 5G, comme ça a été expliqué par M. Sauvat, il y a énormément plus de données qui sont véhiculées par la 5G, et donc il peut y avoir un réchauffement au niveau des tissus. Mais tout ça, vous voyez, les institutions internationales n'en tiennent pas compte. J'ai entendu vos infos sur le lévothyrox. Oui. Vous voyez, quand j'avais sonné l'alerte, parce que je me rappelle, j'étais allée voir le directeur général de la santé pour dire attention, il y a beaucoup d'effets secondaires sur l'utilisation de ce nouveau lévothyrox que vous avez utilisé, parce que vous avez changé les excipients. Mais c'était le déni le plus total. Il a fallu, vous voyez, une mobilisation incroyable de tous les malades de la thyroïde pour qu'enfin la justice demande des comptes à Merck. Et maintenant, il y aura peut-être possibilité de les indemniser. Mais combien de temps après? C'est toujours la même question, en fait. Oui, c'est ça. C'est toujours, et puis c'est toujours a posteriori, après les effets néfastes. C'est bien ce qui est inquiétant. Oui, et en plus, il n'y a pas de débat démocratique. Regardez dans certaines villes, il y a eu, notamment, je pense à Grenoble, il y a eu une demande des citoyens pour dire mais on veut avoir un bilan, pourquoi on utilise la 5G, à qui ça sert, et est-ce que nous, on veut multiplier la pollution électromagnétique au niveau de notre environnement. Mais personne ne l'a fait, parce que on vous impose la 5G, parce que les industriels ont besoin de villes connectées, on veut la voiture autonome, on veut tout ça, mais est-ce que les gens le veulent? Et alors, maintenant, en plus sur l'environnement, quand vous voyez un portable qui sera connecté avec la 5G, eh bien, il y a énormément de matières premières. Vous voyez, le portable, c'est quelque chose qui est très pénalisant à la fois sur les matériaux qui le constituent, les mais matières rares, sur la quantité d'énergie que demandent les data centers, vous voyez, pour utiliser toutes ces fréquences. Donc, moi, je trouve qu'on va dans un modèle qui correspond pas au modèle que demandent les gens pour avoir un mode de vie agréable. Et en plus, vous avez des vigies qu'on appelle des EHS, des électro-hypersensibles, dont j'essaie de m'en occuper. Et c'est très difficile quand ces gens ont atteint une sensibilité où ils ne supportent plus la pollution électromagnétique. Parce que ça devient des gens qui errent, qui sont complètement discriminés, qui ne savent plus où aller, qui n'ont plus de vie normale, parce que leur corps ne supporte plus cette pollution électromagnétique. Alors nous avions fait un sujet sur notamment des animaux qui sont très sensibles, c'est les vaches. Alors ça paraît étonnant comme ça. Les vaches sont très sensibles à la pollution électromagnétique. On avait notamment parlé pour les éoliennes, qui est encore un autre sujet. Mais bon. Alors je voudrais... c'est quelque chose que vous avez dit, Michel Rivasi, qui est assez interpellant, on va dire. Et je voudrais que Michel Sauvat réagisse à cela. C'est que finalement, les études dont vous parlez des instituts indépendants, qui parlent d'effets cancérigènes, d'effets sur la fertilité, etc. Donc des choses quand même très inquiétantes. Eh bien, ce sont des études qui correspondent aux études déjà pour la 3G et la 4G. Donc en fait, nous sommes déjà soumis à ces effets-là. On est bien d'accord, Michel Rivasi, hein? Oui, tout à fait. Alors, sur les ondes habituelles, sur les fréquences habituelles, oui, c'est ça. Et sur au-delà, on n'a pas d'études. Oui, mais alors on se dit qu'a priori, si c'est plus puissant, ça ne devrait qu'être pire. Enfin, je m'avance peut-être un petit peu, hein, mais Michel Sauvat, à ce sujet, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne se précipite pas pour des projets industriels avant même d'avoir vérifié, comme on l'a vu avec le lévothyrox, d'avoir vérifié si cela n'avait pas des effets nuisibles graves?
Alors, plusieurs points. D'abord, un premier point, même si on est dans ligne droite, si Michel Rivasi est très, très réservé, moi, je ne suis ni pour ni contre. Et pour vous situer le problème, dans 1 heure et demie, je pars dans une réunion de suivi de ce que l'on appelle le New Deal mobile. Le New Deal mobile, c'est quelque chose que le gouvernement a dû mettre en place à la demande des collectivités notamment, pour assurer une couverture de l'ensemble du territoire. Parce que il y avait de la part des collectivités, des mairies, conseils départementaux, etc., la réception d'une très forte demande par les citoyens d'avoir une amélioration de la couverture mobile. Ça, c'est un fait objectif et je n'écarte pas les EHS et je partage tout à fait le point de vue de Michel Rivasi. Alors, juste une parenthèse là-dessus. Sur la couverture Oui. mobile, c'est quel type de fréquence, qu'on le sache, qu'on comprenne bien? Alors, ce qu'on a actuellement, ce sont des fréquences, la couverture se fait en 4G, donc on va être sur des fréquences 700, 800, etc. D'accord, Donc, on est dans l'éventail de fréquences que vous évoquiez. d'accord. Et ce que vous disiez l'une et l'autre est juste, c'est-à-dire que les fréquences qui sont utilisées aujourd'hui pour la 5G, parce que pour l'essentiel, une antenne 5G aujourd'hui, lorsqu'on est en fréquence 700, c'est pas une antenne différente d'une antenne 4G. C'est la même antenne, mais c'est simplement une technologie différente qui est embarquée derrière. Donc, par rapport à ça, moi, je peux vous répondre non pas sur la santé, puisque là, il aurait fallu que vous vous adressiez à l'ANSES, qui a fait un rapport il y a quelques mois indiquant ce qu'a dit Michel Rivasi. Quand l'État, il ne notait pas de différence par rapport aux résultats concernant les bandes de fréquences utilisées actuellement, et que pour le reste, il n'envisageait pas ou il n'imaginait pas qu'il y ait des différences fondamentales sans pour autant pouvoir l'objectiver. Moi, je veux vous parler au niveau du comité de dialogue sur l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. Des études ont été faites. Ces études montrent deux choses en réalité. Une première chose, c'est que l'utilisation de la 5G en elle-même est moins énergivore et que, à consommation de données équivalentes, l'exposition du public est inférieure. Mais si je m'en arrêtais là, je ne serais Inférieure pas à la 4G ou honnête. 3G? Tout à fait, Oui. inférieur à la 4G. Il y a des simulations très nettes. Mais par contre, l'objectif de la 5G, ça a été rappelé, c'est l'accès à davantage de données. Et donc, en fonction effectivement de ce que va réaliser ou ce que va consommer l'utilisateur, très sincèrement, moi, le sentiment que j'en ai, c'est que l'exposition aux ondes va, malgré tout, si vous voulez, augmenter. Je pense que c'est la réalité. Donc, sur la consommation et l'exposition aux ondes, la situation est assez claire. Maintenant, le problème qui est posé par Michel Rivasi, qui est en quelque sorte la question du pourquoi, est une question qui trouve tout son sens. Et au sein du comité de dialogue, la parole est portée au nom des associations de consommateurs ou des associations environnementales, en disant, mais finalement, est-ce que nous avons besoin de cela? Comme le rappelait votre chanson d'introduction, est-ce qu'on a besoin d'être connecté en permanence? Oui. Moi, je ne suis pas là pour juger ça. Je constate simplement aujourd'hui Oui, que la demande qui a été le faite. temps passé devant les écrans est considérable et qu'aujourd'hui, l'essentiel de notre consommation d'Internet se fait avec notre smartphone. Et que donc, en réalité, c'est également répondre à un besoin. Pour autant, depuis que la 5G a été déployée, et elle commence à l'être rapidement, eh bien, en réalité, la consommation ou la surconsommation n'a pas connu un pic, les téléphones 5G ne se sont pas arrachés dans les boutiques, etc. Donc, je crois qu'il y a en réalité une montée en puissance progressive. Pour autant, ça ne serait pas honnête de dire que l'exposition aux ondes ne va pas augmenter, je ne le crois pas. Après, est-ce vraiment nécessaire partout, toujours et tout le temps? C'est une excellente question. Et je partage le point de vue de Michel Rivasi pour finir. Par rapport aux personnes électro-hypersensibles, je suis personnellement particulièrement impliqué dans ce domaine. Il faut que nous soyons en capacité de fournir à ces personnes qui vivent une situation dramatique la possibilité justement de refuge et de maintenir une vie sociale. Par exemple, ces personnes ne peuvent pas écouter notre débat. Oui. Il y en a combien des personnes hypersensibles en France environ? Enfin, c'est quoi comme proportion? Est-ce qu'il y en a de plus en plus souvent ou pas?
Michel Rivasi serait sans doute mieux à même que moi de répondre. C'est extrêmement difficile parce que l'identification même de cette pathologie a du mal à être mise en évidence. Je ne suis pas persuadé que les professionnels de santé pensent toujours par rapport aux symptômes qui sont déployés à ceci. Michel Rivasi doit pouvoir mieux répondre que moi. C'est extrêmement difficile de le quantifier. Est-ce que, Michel Rivasi, vous avez une idée du nombre de ces personnes hypersensibles aux ondes ? Écoutez, sur le rapport de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire, ils ont dit de l'ordre de 3 à 4%. C'est énorme. Hein. 3 à 4% de la population française ? Oui. C'est beaucoup, oui. C'est énorme. Et moi, j'ai créé une association qui s'appelle AZB, Association Zone Blanche. Eh bien, on a des milliers de personnes qui sont inscrites dans l'association. Et effectivement, comme dit M. Sauvade, le problème maintenant, c'est les zones blanches. Il nous faut absolument des zones blanches parce que, vous voyez, dans les électros, vous avez 3 niveaux. Vous avez des gens qui sont sensibles, par exemple, quand ils téléphonent, ils ont de suite leur tête qui devient très lourde, ils ont des problèmes de mémorisation, ils ont, vous voyez, mais c'est assez léger et s'ils sont chez eux, vous voyez, ils peuvent c'est un peu réversible. Oui. Par contre, on a des gens ce qu'on appelle au niveau 3 qui ne supportent plus aucune pollution. Vous voyez, c'est des gens qui vivent dans des grottes, c'est des gens qui vivent dans des endroits, notamment souvent dans les forêts, dans les zones, dans les maisons forestières. Vous voyez, j'ai des cas tous les jours qui m'appellent, même des préfets qui me disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là ?» Et donc, je demande à ce qu'il y ait des zones blanches. Vous voyez, on dit il faut absolument que tout soit connecté, etc. Oui. Mais pour ces gens-là, on fait quoi ? Et donc, on avait un projet à l'époque, c'était le projet d'Urbon dans les Hautes-Alpes, où on voulait faire justement un centre de recherche au niveau européen avec un lieu d'accueil et puis de soins. Eh bien, là, le maire refuse parce qu'il dit « Ah, mais tout n'est pas complètement calé pour savoir ce que c'est que l'électro-hypersensibilité, etc. Et je ne veux pas accueillir des gens comme ça. » Donc, moi, je suis toujours à la recherche de zones blanches. Et vous voyez que c'est important au niveau d'un maire, par exemple, d'un département, de faire en sorte que dans les PLU, les plans locaux d'urbanisme, il y ait des zones où il n'y ait pas d'antenne relais, parce que dans les antennes relais, vous voyez, vous avez des faisceaux qui peuvent toucher, bien sûr, ces gens-là, pour qu'ils aient quand même un minimum de vie sociale et qu'on en tienne compte. Alors qu'à l'heure actuelle, quand on dit on va éliminer toutes les zones blanches, que fait-on de ces gens-là ? Oui, puis là, c'est très dur. Ouais. C'est très dur pour ces personnes-là. Bah, évidemment. Et moi, j'avoue que je suis très touchée par ces gens-là et j'essaie de les aider pour qu'ils puissent avoir une vie, alors je ne dis pas normale parce que c'est impossible, mais progressivement d'avoir un lieu sans ondes et vous voyez, qu'on puisse, par rapport à des traitements, faire en sorte à ce qu'ils puissent vivre décemment. Mais cette question qui est posée pour les hommes qui sont finalement sensibles aux ondes, cette question, puis je sais que vous êtes très sensible aussi à cette question, Michel Rivasi, se pose pour les animaux, parce que on sait qu'il y a des animaux qui sont très très sensibles. Donc s'il y a des ondes absolument partout aujourd'hui, des couvertures partout, se pose la question de la survie de certaines populations animales également. Donc ça pose de très grandes questions, cela, parce que là, il s'agit, alors évidemment, de faire en sorte que les hommes qui sont sensibles puissent supporter une vie normale en France notamment, mais pour les animaux aussi. Donc c'est quand même très grave tout cela. Je voulais poser une autre question qui est finalement un peu au cœur de ce sujet, même si je vais prendre un peu de hauteur. Et Michel Sauvade, vous aviez commencé à poser la question. C'est presque une question anthropologique, presque philosophique. Vous disiez, on répond à un besoin. Un besoin qu'a émis notamment certaines communes, notamment sur ces besoins de couverture mobile pour que les entreprises, j'imagine, puissent s'installer là-bas, faire du télétravail. C'est beaucoup ça le sujet aussi. Mais un besoin jusqu'à où ? Est-ce qu'on a besoin de toujours plus, en fait, toujours plus connecté, pour toujours plus de données, pour être toujours plus sur son téléphone ? Et souvent, on sait que le progrès n'est pas neutre, en fait, et qu'une fois la technologie arrivée, il y a une consommation de fait qui arrive. C'est comme les routes, plus il y a de routes, plus on circule. Finalement, est-ce que c'est pertinent ? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question, je veux dire, philosophique, anthropologique, avant même de commencer à développer ces circuits-là ? Michel Rivasi. Écoutez, tout le problème, c'est est-ce qu'il y a des alternatives ?
Parce qu'effectivement, il y a une réalité. On a nos jeunes qui sont presque greffés au portable. Ouais. Alors heureusement qu'ils utilisent beaucoup le SMS, donc ils ont moins le portable, vous voyez, branché sur les oreilles. Mais Internet, il y a des possibilités. Il y a la fibre optique. Vous voyez, la fibre optique, c'est des rayonnements lumineux et c'est absolument pas une pollution électromagnétique. Et donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit effectivement Internet, c'est un plus. Vous voyez, quand vous parlez de besoin, c'est vrai que le besoin d'être connecté, moi je suis pas contre la connexion, mais on a une alternative, fibre optique. Mettons de la fibre optique partout. Mais qui est développée aujourd'hui. Elle est développée comment, la fibre optique? Bien sûr. Oui, allez-y, Michel Sauvade. Je peux intervenir. Bien sûr. Tout d'abord, pour en finir sur les électro-hypersensibles, qui est un vrai sujet, même si c'était pas l'objet de votre émission d'aujourd'hui, je partage tout à fait. Et en tant que vice-président du conseil départemental au numérique, il y a la volonté d'une action de protection par rapport à ces populations et d'accompagnement des communes pour qu'ils puissent vraiment les accueillir pour des situations qui sont tout à fait dramatiques. Je partage. Concernant le reste, Michel Rivasi évoque la fibre. En réalité, il faut être conscient aujourd'hui que l'utilisation, je l'ai dit tout à l'heure, de l'Internet se fait de plus en plus en mobilité. Vous êtes en voiture, vous cherchez votre route, vous allez utiliser une application ou une autre que je ne citerai pas ici pour vous repérer plus facilement. Aujourd'hui, on accède à l'Internet beaucoup plus par le smartphone que par l'ordinateur. Donc, la fibre, effectivement, apporte une réponse pour l'accès à Internet. Elle n'apporte pas forcément une réponse par rapport aux besoins de mobilité. Et je vous expliquais tout à l'heure que je pars maintenant... Parce que donc, précisons que la fibre optique ne fonctionne pas sur les téléphones portables, c'est ça ce que vous nous expliquez? Mais par définition, la fibre, si vous voulez, est fixe et ça s'implante à un endroit donné. Elle ne vous permet pas de suivre en mobilité... naturellement Internet. Je ne veux pas, moi, dans 10 ans ou mes successeurs, que nous ayons à traiter ce que l'on appellerait un New Deal mobile 5G, parce qu'aujourd'hui, la couverture du territoire va recréer un fossé entre les espaces déjà les mieux couverts et ceux qui le sont moins, parce que des usages ne sont pas satisfaits de la part des citoyens. Ça n'empêche pas la réflexion politique derrière et ça n'empêche pas effectivement le besoin de sobriété que nous pouvons tous partager. C'est pour ça que je vous disais, moi je suis ni pour ni contre. On a bien compris, mais c'est vrai que c'est un sujet complexe en fait. C'est un sujet très complexe parce que on peut comprendre que la ruralité ait besoin de, entre guillemets, attractivité, donc attractivité numérique pour montrer aux entreprises qu'elles peuvent s'implanter dans ces régions. Et en même temps, on comprend aussi que peut-être il serait bon de freiner, mais nous tous, je veux dire, de freiner, de peut-être avoir pas besoin d'autant de données en flux direct tous les jours, je ne sais pas, enfin... Oui, si je peux me permettre de vous corriger, pour partir, vous m'en excuserez, j'imagine. Effectivement, l'usage est d'abord un usage industriel, c'est clair. Pour autant, les usages pour les particuliers et les usages pour les collectivités ne sont pas neutres. Arriver à piloter plus facilement la gestion de notre consommation en eau, piloter plus facilement la gestion de notre éclairage public, optimiser, je ne sais pas, détourner de collecte des déchets, etc. Pour de la sécurité, assurer le suivi de nos véhicules de déneigement, je pense par exemple à ce qui se passe pour nos départements, c'est quelque chose qui est extrêmement important et ça n'est pas dans une logique de surconsommation. La plupart du temps, ces objets sont là dans un objectif, parfois de plus de sécurité ou en tout cas d'optimisation de nos services et d'économie au sein de nos services. Oui, ça, alors les objets connectés, bon, c'est encore un autre débat qui permettent d'optimiser toujours plus quand on implante également chez nous maintenant. Après se pose également la question, et c'est une question qui se pose beaucoup avec la 5G d'ailleurs, avec le développement de ces objets connectés, on se demande si finalement on n'aura pas aussi une surveillance, notamment avec les géolocalisations, les indications des données personnelles, etc., plus importante, enfin une possibilité de surveillance au moins, Michel Rivasi. Oui, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur le terme de sobriété qui est à la mode à l'heure actuelle. Oui. Moi, je pense qu'il y a quand même une réflexion à faire quand on est des décideurs, quand on est des maires, etc. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu une loi, la loi Abeille, qui touchait justement le problème des ondes électromagnétiques. Il était dit qu'il fallait appliquer le principe de précaution, que sur des lieux, par exemple les écoles, il ne fallait pas utiliser le Wi-Fi puisque là, on pouvait utiliser la fibre optique. Vous voyez, il ne s'agit pas d'interdire à des enfants d'utiliser
un ordinateur. Enfin bon, pas très jeune, parce que des fois on voit des enfants même avec des portables. Enfin bon, mais on mettait du Wi-Fi en disant, voyez, le Wi-Fi c'est la high-tech, etc. Non, on met la fibre optique dans des lieux. Alors après, on me parle du GPS ou de la téléphonie mobile. Mais le problème, c'est qu'il y a la 4G. Regardez la 4G. Il y a plein d'endroits où on n'a pas la 4G. Alors, avant de penser à la 5G, et maintenant, je vous signale qu'on investit dans la 6G, parce que la 5G, c'est pas une grande réussite quand même, hein, pour tout vous dire. Ça se développe petit à petit, et même dans certains pays comme la Corée, tout ça, les gens reviennent en arrière parce qu'ils trouvent pas que le service pour le consommateur ait vraiment une valeur ajoutée. Pour les industriels, oui, parce que eux, ça y est, maintenant, ils vont faire des frigidaires connectés, etc., etc. Mais les gens, c'est pas un véritable besoin. Maintenant, sur la surveillance, vous abordez un thème très important, parce qu'il faut regarder ce qui se passe en Chine. Si vous voulez, tout ce qui est connexion, par la 5G, peut-être demain par la 6G, parce que même l'Europe a investi 900 millions d'euros, vous voyez, parce qu'elle veut une souveraineté européenne. Il y a de l'argent finalement, hein. Eh ben, il y a de l'argent pour les industriels et ce qu'on veut faire par la suite. Mais la surveillance, mais c'est un sacré problème. Parce que d'une part, plus vous aurez des antennes, plus vous aurez des échanges de données, et bien plus on va pouvoir tracer les gens. Et là, on voit bien l'importance des données, l'importance des datas. Et en Chine, eh ben, ça va jusqu'à la surveillance faciale. D'ailleurs, il y a certaines communes en France, je parlerai, si on parle de Nice, tout ça, eh bien, ils vont vers ça, vers, si vous voulez, l'identification faciale. Il y a une manifestation, eh bien, vous allez identifier les gens, vous allez pouvoir, voyez, les arrêter après coup, parce que vous avez la mémoire. Et ça, je trouve ça très grave, parce que on va sur une société hyper policière et sans que les gens l'aient vu. Vous voyez, je trouve que ça, c'est très, très alarmant. Si je peux me permettre, allez-y, bien sûr, Michel Sauvatte. L'informatique d'une manière générale, et pour répondre à Michel Rivasi, c'est justement la loi Abeille qui fait que je suis présidente du comité de dialogue qui a été créé, et c'est la loi Abeille qui a mis en place ce que l'on appelle le dossier d'information au maire, qui permet d'organiser le dialogue local, pour autant qu'il soit déposé dans des conditions, ce qui n'est pas toujours évident, et qui prend en compte, pour autant que les informations soient justes, les bâtiments sensibles, écoles, crèches, etc. Donc effectivement, il y a de la volonté gouvernementale là-dessus. Maintenant, concernant l'informatique d'une manière générale et la 5G pour ce qui nous concerne, une technologie demeure une technologie. C'est un peu comme la Constitution, c'est en quelque sorte le socle. À partir du moment où on a ce socle, soit on place sur ce socle une belle statue, ou une statue que nous apprécions, ou on place dessus quelque chose qui est tout à fait laid. Eh bien, c'est pareil. C'est-à-dire que en soi, la technologie n'est pas à craindre ou n'est pas à attendre. C'est simplement ce que l'on veut en faire, c'est tout. Oui, mais là c'est enfin, on va ouvrir sur un débat philosophique, on n'aura pas le temps. La question de se dire la technologie est neutre et ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Sauf que la technologie n'est pas forcément neutre. Finalement, on voit bien qu'elle est toujours issue de projets industriels financés par des industriels et voulus par des industriels et pas forcément par les particuliers. Et finalement, ça peut nous interroger sur la suite des événements. C'est aussi ça. On le voit bien avec les laboratoires. Oui, mais simplement, si on fabrique un frigo connecté et que ce frigo connecté ne rencontre pas le public, ce frigo connecté, on arrêtera de le vendre. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la création de besoins et de la société de consommation. Absolument, vous avez raison. Mais là, on sort de notre cadre. C'est vraiment un choix politique derrière. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, Michel Rivasi, je vous donne le dernier mot. On va devoir fermer cette table ronde. Très intéressante, en effet, et très complexe. Oui, mais vous voyez, quand vous dites c'est une technologie, mais c'est une technologie qui n'entraîne pas un débat public. C'est ça qui ne va pas. Vous voyez, parce que cette technologie, comme vous l'avez dit, elle est portée par des industriels, mais si elle n'est pas partagée par les gens, on va dépenser des milliards pour une technologie qui sert certains intérêts privés. Vous voyez, on parlait de surveillance. Les consommateurs, ils ne veulent pas être surveillés. Eh bien là, vu le prix des données, eh bien après, c'est répercuté dans des grandes multinationales qui vont pouvoir savoir exactement quels sont vos besoins.
comment sur Internet après faire des publicités et comment après peut-être d'un point de vue surveillance des gens, eh bien ça va être effectué. Donc moi ce qui ne va pas, c'est le débat. C'est qu'il n'y a pas de débat public. Et quand je vois une ville comme Grenoble qui voulait refuser la 5G, eh ben elle pouvait pas. Elle pouvait pas parce que c'était imposé par le national, imposé même par l'Europe. Vous voyez, moi, je suis très pro-européenne là-dessus. Je suis en désaccord total parce qu'il n'y a pas eu de consultation du public pour savoir si c'était un véritable besoin. Et je me dis, attention, parce que si on est manipulé comme ça, et si on n'a pas la possibilité de dire non, eh bien, on va dans une société policière. Hein. Oui, je comprends bien. C'est le président du comité de dialogue qui vous le dit. C'est une vision qui est très réductrice des choses. Réduire la 5G à une utilisation industrielle et dire que ça ne correspond pas aux attentes, etc. Moi, je le répète. On va refaire une table ronde. Dans 1 heure maintenant, je discute parce que la 4G ne couvre pas tout le territoire. Voilà. Donc, on peut tous ces aspects sont à prendre en compte. Il ne faut pas être réducteur. Alors, mais on va s'arrêter là parce qu'on a largement dépassé la table ronde. On va refaire une table ronde, c'est très intéressant, c'est complexe, c'est un sujet qui mérite du temps. On vous reprendra tous les deux si vous le voulez bien et on continuera ce débat. Merci beaucoup Michel Sauvade, maire de Marsac en Livradois et coprésident de la commission numérique pour l'Association des maires de France et président du comité de dialogue de l'Agence nationale des fréquences. Et merci à vous Michèle Rivasi, députée européenne du groupe des Verts, vice-présidente d'ailleurs de la commission spéciale sur la pandémie Covid-19 et puis vous avez beaucoup travaillé sur ces questions des ondes également. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.